Salut à tous, un public qui est avec nous, chaleureux et enthousiaste comme chaque semaine. Bonjour à vous et salut à la bande de passionnés et d'amateurs d'art qui m'accompagnent dans la grande galerie. Heureux de vous retrouver, Nathalie Lesage. Bonjour. Salut, journaliste avec ton regard toujours curieux et décalé. Pierre Groppo, journaliste au prestigieux magazine Vanity Fair. Fabrice Bousteau, le boss, le maître, le rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine. Salut Fabrice. Salut. Et Margot Bétou, celle qui a les yeux plongés dans les archives, la mémoire vive de l'émission. On va démarrer comme chaque semaine avec le mot de la semaine. On démarre avec toi, Nathalie. Alors, mon mot sera poubelle, mais de belles poubelles, je vous promets. D'accord. Fabrice. Hallucination aérienne. C'est deux mots. Pierre. Monstrueuse, mais monstrueuse qui tend vers le merveilleux. Et Margot? Moi, ce sera couture. En toute simplicité? Et tout de suite, dans la grande galerie francophone, l'icône du style français, elle publie La Parisienne en Provence aux éditions Flammarion. Un guide de bonnes adresses, un guide où l'on croise beaucoup d'art, de patrimoine et l'art de vivre à la française. Inès de la Fressange est notre invitée. Bonjour Inès et bienvenue. Installez-vous, je vous présente la bande et le public qui nous accompagne. Vous publiez La Parisienne en Provence car elle se déplace, elle vit la Parisienne et c'est également une passionnée d'art et de patrimoine, d'architecture. On va en parler, mais première question traditionnelle, qu'est-ce que l'art apporte à votre vie ? Alors l'art, c'est un mot très vague, je trouve maintenant. Enfin, depuis Marcel Duchamp, on se dit qu'il y a plein de choses qui peuvent être de l'art. Depuis qu'on peut exposer un urinoir et dire c'est de l'art, disons un porte-bouteille. Tout est devenu de l'art. Mais alors un petit peu trop parfois, parce que, par exemple, la mode... certains considèrent que c'est de l'art. Moi, je trouve que c'est un artisanat, que c'est magnifique et que c'est pas moins bien l'artisanat. Mais l'art, je crois que ça doit être inutile, essentiel peut-être, mais inutile. Alors, inutile en quel sens ? Eh bien, un vêtement, ça se porte, ça tient chaud. L'art, non. Ça ne veut pas dire que je considère que c'est pas essentiel. Quand on vous a demandé s'il y avait une œuvre d'art qui vous fascinait particulièrement, vous avez cité un peintre espagnol du XVIIe siècle, Zurbarán. Elle arrive à l'écran. Sainte Marguerite par Zurbarán. Oui. Sainte Marguerite d'Antioche, ouais. Qu'est-ce que ça déclenche en vous lorsque vous regardez ce tableau ? Alors c'est peut-être mon côté un peu fashion victime justement, parce que là évidemment le vêtement est très beau, très élégant, là les pieds nus, ce petit sac turc comme ça accroché, le chapeau de paille sublime, ce regard très très grave. Elle a un tote bag, non déjà ? Tote bag, c'est pas mal pour quelqu'un qui sort de la bouche d'un dragon, parce qu'on a l'impression qu'elle a un toutou à côté d'elle, mais je crois que c'est un dragon. Oui, c'est un dragon. Ouais. Et alors, mais c'est vrai qu'elle est prête pour un défilé. C'est un tableau qui date de 1631. Elle est bien lookée, ça. Et alors, mais j'aime ce regard comme ça, très 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 grave, très absorbé. Si vous pouviez choisir un seul artiste qui saurait vous saisir tel que vous êtes vraiment, que ce soit en sculpture, que ce soit en peinture. Ce serait Reiser, mais il est mort. Reiser, le dessinateur de BD. Culte pour Reiser. Qui est évidemment cultissime, l'un des hommes les plus drôles, jamais vulgaire, alors qu'il est allé très très loin. Le trait de crayon est extraordinaire. Inès, chaque semaine, la bande de la Grande Galerie francophone fait le tour de l'actualité artistique. C'est la claque de la semaine. Et on commence avec toi, Nathalie. Moi, ma claque, j'en suis folle dingue. C'est un magicien, mais pas un magicien qui fait abracadabra là, en faisant apparaître des lapins dans des chapeaux, mais bien parce qu'il transforme, attention, effets spéciaux, ceci
en création gracile et délicate et inspirée de la nature. Donc, évidemment, c'est un déchet. C'est un sac poubelle. C'est un sac poubelle. Au Québec, on dit un sac de poubelle, mais bon. Alors, il s'appelle William Amor. C'est un artisan plasticien ennoblisseur de matières délaissées. Et regardez ce que vous voyez à l'écran, donc des créations d'une délicatesse, d'une poésie, d'une élégance, un peu comme toi d'ailleurs, Margot, inouïe, mais réalisée à partir Je sais de pas comment le poubelles. prendre, Margot. Elle t'a quand même comparé à une poubelle. Hein. Non, à la beauté. Non, Ali, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je l'ai comparé à une création gracile, élégante et d'une grande poésie. On revient. Alors, Je vais dire plus souvent, moi, Ali, de votre émission. Ouais. Donc, c'est réalisé donc effectivement à partir de mégots de cigarettes, de sacs poubelles, de déchets. Il a évidemment travaillé avec de très grandes maisons, que ce soit en mode, que ce soit en vin spiritueux. Donc, toutes les marques se l'arrachent. Ce que j'aime de lui aussi, c'est qu'il est à l'image de ses créations. Il est lumineux. Donc, Oui. on a besoin de lumière, Dieu merci. Et aussi, c'est que sa démarche n'est pas que esthétique. Elle est C'est aussi, vraiment, oui, c'est ça, c'est une quasiment philosophie. écologique. Il fait de l'upcycling. Ah, c'est plus que de l'upcycling. Moi, je pense que c'est de la pollinisation parce que il veut changer notre regard sur justement ces matières délaissées qui sont un peu boudées et qu'on consomme aussi énormément. Évidemment, il travaille avec ce qu'il appelle ses petites mains d'or. Ce sont des personnes en situation de handicap à qui il partage son savoir. Donc, moi, je pense qu'il devrait être inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. Il s'appelle William Amor et ça vous irait très bien d'ailleurs, Inès, un petit William Amor au cou. Et il décore des robes. Il décore des robes. C'est pas mal déjà de s'appeler Amor. Quoi. C'est vrai que c'est beau, pas hein? mal. C'est beau. Ouais. Pierre, Alors, moi, je vais vous parler d'un petit Suisse qui est déjà devenu grand. Il s'appelle Kevin Germanier. C'est de la mode aussi. Il habille entre autres Lady Gaga ou Katy Perry. Et le MUDAC à Lausanne, où, sauf erreur de ma part, est enterré Gabriel Chanel, lui offre non pas une rétrospective, parce qu'il a la trentaine à peine, donc il lui reste des choses à faire, oui. mais une sorte de carte blanche assez merveilleuse sur ce que la mode peut apporter aujourd'hui. C'est-à-dire une idée du glamour, mais un glamour qui est pop, une idée du tapis rouge, mais qui est éco-responsable, parce qu'il travaille essentiellement à partir de perles et de matériaux deuxième vie, dira-t-on. Il a fait un grand défilé à l'UNESCO où il a créé des vêtements à partir de chutes de vêtements des grandes maisons du groupe LVMH. C'est un garçon réjouissant parce qu'on trouve dans ses vêtements et dans cette exposition une idée de la diversité colorée, amusante et amusée. Ça s'appelle donc les monstrueuses. Et ce que je vous disais tout à l'heure, ces monstrueuses-là sont décidément merveilleuses. Merci Pierre. Fabrice, Alors moi, c'est une foire assez hallucinante de design très chic, très contemporain, également de mobilier, qui s'appelle Nomade, qui est une foire qui a été créée en 2017, qui, comme son nom l'indique, est itinérante, mais que dans des lieux extraordinaires. C'est-à-dire un palais gothique à Venise, un ancien monastère à Capri, une église. Et là, Nomade était, il y a une quinzaine de jours, à Abu Dhabi, dans un ancien aéroport fermé, l'aéroport Cheikh Zayed, fait par Paul Andreu, le même architecte qui avait fait le premier terminal de Charles de Gaulle à Paris, architecte audacieux, donc une architecture assez délirante. Mais ce qui était le plus fou, c'est que l'intérieur de l'aéroport ressemble à une sorte de palais de mille et une nuits avec des dômes, des fresques en mosaïque dingues. Et le plus fou, c'est que le visiteur, pour visiter ce salon de design, il fallait se transporter en voyageur. C'est-à-dire que le ticket d'entrée, c'était un billet d'avion. On passait un parking de sécurité. On devait montrer ses papiers d'identité. On était accueillis, non pas par des hôtesses d'accueil, mais par des hôtesses de l'air. Les œuvres étaient sur les tapis roulants des bagages. ah, c'est drôle. Tout étant dans un truc de fou, des annonces sonores comme si un avion allait décoller, mais pour dire qu'un objet allait apparaître soudainement. Et ça a été un gigantesque succès, et ça montre combien de plus en plus, en fait, l'art et la mode justement se nourrissent, parce que l'art est vraiment marqué par les défilés spectaculaires qui ont été faits notamment par Karl Lagerfeld. Ça me fait penser, je ne sais pas si Inès, vous aviez vu le défilé de Karl au Grand Palais avec une fusée qui décollait à la fin du défilé. Bah là, on voit l'aller-retour permanent qui se fait entre la mode et l'art cherche à devenir de plus en plus spectaculaire, scénographique et scénique. Margot,
Alors moi, donc on parlait des liens entre l'art et la mode. Ma claque, ça va vous parler, c'est l'exposition Louvre Couture au musée du Louvre. Ce blockbuster qui a réuni 1 million de visiteurs. C'est arrivé une seule fois dans l'histoire du musée pour une exposition sur Léonard de Vinci. Donc c'est vraiment dire le succès fulgurant de cette expo. On la doit au très moderne nouveau directeur du département des objets d'art au Louvre, Olivier Gabet. Vous allez me dire pourquoi elle parle de ça. L'exposition est finie depuis 6 mois. Vous n'êtes pas prêts. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. En fait, les Américains ont visité l'expo il y a 6 mois et ils sont tombés sous le charme de la scénographie de l'expo au point de l'importer chez eux. C'est donc jusqu'en mars qu'on peut la voir à Houston, au Texas, au musée des Beaux-Arts. Ouais, absolument. Donc on retrouve toutes les silhouettes qui ont fait vraiment la magie de cette exposition, d'Iris Van Herpen, de Givenchy, de Galliano pour Dior. Ça a été adapté évidemment un peu au lieu, mais j'adore l'idée de ces expos itinérantes qui voyagent. Voilà, c'est une petite claque. J'imagine que vous l'avez vu, Inès, cette expo Louvre Couture. Mais je trouve intéressant qu'il y ait une conversation, en tout cas. C'est ça qui est génial. Et c'est exactement ça, parce que c'est vrai qu'il y a eu, par exemple, le parallèle dans cette expo entre le travail de Versace et des reliquaires de l'époque byzantine. Le doré apparaissait, on le voit apparaître. Il y avait Lagerfeld qui était présent et lui aussi qui s'inspirait des arts, on va dire des beaux-arts. C'est assez frappant ce va-et-vient. Oui, Saint-Laurent avait fait toute une collection avec Mondrian, par exemple, au centre Georges bien Pompidou. sûr. Ah, ça, c'est une robe que j'ai portée. C'est une robe que vous avez portée ? La rouge, juste avant. Et Alors, on va la voir, justement, voilà, la rouge. ouais. Celle-là, vous l'avez portée ? Ouais, je vous enverrai la photo. Et alors... C'est une robe de qui ? Chanel. Chanel, évidemment. Ouais. Évidemment. On a un peu Karl Lagerfeld. On a un peu l'impression que c'est fait dans un rideau, un peu comme Scarlett O'Hara. Et c'est assez génial parce que finalement, vous êtes habitué, passionné, familière des musées. C'est des lieux où vous vous sentez bien ? Ah ouais. J'aime bien les petits musées aussi, souvent. Et puis, alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert un musée formidable qui est le musée de l'Innocence à Istanbul. De l'innocence. C'est extraordinaire. Oui. Et parce que Orhan Pamuk... Prix Nobel de littérature. Bravo. Et avait écrit ce livre bouleversant, très sensuel, très beau, que j'avais adoré, qui s'appelait Le musée de l'innocence. Je vous conseille vivement si vous ne l'avez pas lu. Et alors, dans le livre, il conserve la moindre petite chose de son amoureuse. Alors, ça peut être une boucle d'oreille sur la table de nuit, une épingle à cheveux ou je ne sais quoi. Et Orhan Pamuk a décidé de faire véritablement un musée lié à son livre. Et c'est un petit musée à Istanbul où il y a une collection comme ça d'objets insignifiants, de décors. Je vends très très mal ce musée. Non, mais au contraire. Il y a une robe ancienne, juste le lavabo avec sa brosse à dents et tout, des photos d'Istanbul dans le temps. Il y a même un mur entier avec tous les mégots de la femme et chaque date de quand cette cigarette a été... Ce qui est fou, c'est que c'est le seul musée au monde qui a une sorte de roman holographique. C'est-à-dire, c'est à partir du roman qu'il a projeté en 3 dimensions. On est dans un conte imaginaire, c'est absolument déroutant. Et on est dans une histoire, on est dans un roman holographique. Voilà. C'est génial. Donc, c'est un musée imaginaire. Ce sera donc votre claque de la semaine. Inès, vous avez été l'égérie de Karl Lagerfeld, on l'a dit, pour Chanel. C'était une révolution d'ailleurs à l'époque de s'engager pour une marque de manière exclusive. Et c'était un moment où il a refait naître la marque Chanel. Et vous ne rêviez pas d'être mannequin gamine. Vous vous êtes inscrite à l'école du Louvre juste après le bac. C'était dans quelle idée en fait, devenir historienne de l'art, devenir artiste ? Ben justement, en fait, j'étais plus fait pour créer, dessiner, fabriquer des choses. Et puis, j'étais sûre que j'aurais pas mon bac. Et mon père m'a dit, t'as qu'à aller t'inscrire au musée du Louvre puisque t'aimes l'art. Voilà. Et en fait, j'avais Desroches-Noblecourt, on va parler tout à l'heure de l'Égypte, qui était la grande conservatrice et tout. Enfin, mais c'était des conservateurs qui n'étaient pas forcément pédagogues. Donc mes études se sont arrêtées très rapidement. Surtout que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais devenir, vendeuse dans une galerie ou quoi ? Et puis en plus j'étais déçue parce qu'on me montrait un petit hippopotame turquoise magnifique.
Alors je prenais des notes et tout, puis à la fin on me disait que c'était un faux. Et alors, et en fait, j'étais pas faite pour ça, quoi. Bon, mais en tout cas, vous y êtes passé, Margot. Et donc, vous avez été happée par une carrière dans la mode, mais vous avez quand même eu un très prestigieux prof de dessin, Jean-Charles de Castelbajac. C'était notre invité il y a quelques semaines. Et il vous a donné, je crois, vos premiers cours de croquis. Est-ce que vous nous donneriez un petit cours dans la Grande Galerie, si on vous apporte de quoi dessiner? Oui, non, effectivement, on était en week-end dans la même maison et il faisait des croquis. Et alors, il m'a dit, bah, vas-y, dessine toi aussi. Et alors, voilà. Eh ben Vous voilà, avez de quoi justement, nous- vous avez de quoi nous faire raconter ça. un croquis. Vous pouvez poser le micro, Inès de la Fressange. d'accord. Le temps justement d'ailleurs que Pierre Bon, enfin, nous parle de la mode et de l'histoire de voilà, l'art, on va comme ça- vous regarder dessiner. Voilà. Mais en tout cas, c'est lui qui m'a dit, bah, c'est pas mal, mais enfin, il faudrait penser à mettre des coutures, des boutons, ce que m'a répété Lagerfeld ensuite. Parce que ça doit être pratique et c'est pour ça que c'est pas de l'art. On vous laisse va dessiner, parler. Pierre, justement. Oui, alors il y a aussi une chose qui m'intéresse dans la venue d'Inès aujourd'hui, et je profite du fait qu'elle dessine. On a cette idée d'Inès comme la parisienne de la mode, comme il y a les artistes parisiens ou les artistes parisiennes. Ce que je trouve très intéressant dans le livre, c'est qu'elle revient sur le lieu de son enfance et que la parisienne de la mode, comme les artistes parisiens, ne sont jamais aussi parisiens que quand ils viennent d'ailleurs. Et ça, c'est très rassurant. Tu sais Et qu'il y a on vous voit 5% dessiner. 5% des gens qui vivent à Paris sont parisiens. C'est Pas tout? beaucoup. Oui, c'est tout. Né à Paris, 5%. On vous voit dessiner. Qu'est-ce que vous dessinez, Inès? J'ai fait une veste. Et puis alors là, comme c'est pas destiné à un atelier, je peux ne pas être trop précise. Parce que bon, normalement, il faut marquer bien les boutons. Et puis, comment on va faire les choses. Parce que le dessin de mode, pendant très longtemps, c'était dans les magazines. Il y avait beaucoup d'illustrations. Et maintenant, il y a des grands illustrateurs, genre Marc-Antoine Coulon, des gens comme ça. Mais enfin, c'est souvent des photos plutôt. Et alors, le dessin de mode, aujourd'hui, doit être plutôt utile. Oui. Et et donc, on ne donne pas des dessins comme ça dans les ateliers parce qu'il faut qu'ils sachent exactement comment elle colle, comment est... C'est honnêtement très beau. Ce qui est fou, c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui de créateurs de mode qui ne dessinent plus. Ben qui non, le mais disent. Qui ne dessinent plus et qui ont des ordinateurs, Chanel, elle ne savait pas dessiner. Sonia Rykiel, elle ne savait pas dessiner. Et puis, mais on drapait avant aussi directement sur ce qu'on appelle les stockman, c'est-à-dire les mannequins en tissu, Oui. parce qu'il fallait que ce soit un peu en 3D, quoi, aussi. Et puis l'essayage est quand même une étape très importante. Et le dessin ne suffit pas. Et parfois, d'ailleurs, la première d'atelier se trompe en regardant le dessin et parfois, elle rajoute quelque chose de plus intéressant. Alors, il faut savoir dire, bon, je savais pas du tout imaginer ça, mais comme c'est bien, on le garde. Est-ce On que le garde, mais c'est vrai qu'on a vu d'ailleurs des expositions consacrées intégralement au dessin d'Yves Saint-Laurent, qui lui, pour le coup, avait vraiment un coup de dessin Très artistique cocteau. et très cocteau. Mais en fait, je me demandais, est-ce que vous dessinez que pour la mode des silhouettes des vêtements ou vous allez vous installer parfois au fond du jardin avec un chapeau de paille pour peindre des couchers de soleil? Une parisienne en Provence. Exactement, quand même. tant qu'à Ça faire me fait le mix. penser à Monet. Je suis allée pour la première fois de ma vie, j'ai honte de le dire, à Giverny. Et c'est assez extraordinaire. Mais non, en fait, j'ai travaillé pendant 1 an à faire des caricatures 1 fois par semaine. C'est le métier le plus dur du monde. Caricaturé? Ouais, et j'avais rencontré Claire Bretéché et je lui ai dit, vous avez le métier le plus dur du monde. Mais vous sauriez le faire aujourd'hui? Ah non, mais j'ai souffert. Qu'est-ce que vous aimeriez caricaturer? Non, parce Vous qu'on faisiez me des donnait un caricatures thème. politiques? On me donnait un thème et il fallait que je fasse un dessin humoristique avec une bulle. Et alors, il fallait que le texte soit drôle, que le dessin soit bien et qu'on comprenne ce que je raconte. Et Oui. vous pourriez faire Ali, là vous pourriez Et caricaturer Ali alors, Oui, j'étais ou tellement quelqu'un peu sûre d'autre, de Emmanuel moi que Macron je par faisais- exemple. Non, mais c'était des petits dessins qui représentaient pas vraiment une personne, quoi. Et alors, et le lundi matin, quand le coursier venait chercher mon dessin, j'avais 1 heure de bonheur avant de recevoir le thème. C'était vraiment très difficile, hein, très difficile. Bah, rendons leur hommage du coup à ces dessinateurs de caricatures parce que c'est vrai que
Mais c'est assez dingue, Inès de la Fressange, et c'est la première fois que je vous entends parler d'art, mais c'est surtout la première fois que j'entends la passion que vous avez pour Rézère, pour des caricaturistes, alors que c'est très très loin de l'image qu'on peut avoir de vous, justement, qui avez été Marianne, qui avait défilé icône des podiums pour Lagerfeld, pour Chanel, pour d'autres très grandes marques. Et finalement, on vous connaît assez mal. Vous êtes assez paradoxal. Vous avez bien fait de m'inviter. Exactement. Oui, mais il y a toujours le mot folie, impétuosité, insolence qui revient dans les descriptions d'Inès. C'est ça, c'est qu'effectivement, il y a un mythe, il y a toute une aura qui vous accompagne, mais ce côté désinvolte, en fait, qui représente très bien la désinvolture à la française, vous l'incarnez. Donc moi, je suis pas surprise. Je crois que il fallait vraiment trouver un point commun entre la mode et l'art, c'est le refus de la convention, justement. Mais peut-être le goût de la tradition, parce qu'on peut peindre à l'huile, on peut être lié avec des artistes du passé, par exemple. Bah justement, c'est ce qu'a fait Pierre. Il s'est penché sur les relations entre la mode et l'histoire de l'art. On parlait du Louvre récemment et de la très belle exposition qui fait dialoguer l'art et la mode organisée par Olivier Gabet, parti aux États-Unis. Il y a d'autres œuvres qui ont malheureusement quitté le musée récemment et qui sont les bijoux qui ont disparu lors de ce qu'on appelle... Elles n'ont pas été traitées. Le casse du siècle. Qui ont malheureusement pas été traitées, qui ont été empruntées de manière un petit peu violente. Et vous avez été vous-même la dernière à porter l'une de ces pièces exceptionnelles, qui a une histoire amusante parce que c'est resté très longtemps dans une famille allemande. Ça avait été acheté pour le Louvre par la Société des Amis du Louvre et des donateurs privés. Là, en l'occurrence, vous portez donc la parure en saphir de la reine Marie-Amélie, si je ne me trompe pas. Et j'aurais aimé savoir magnifique. Ce que cette image vous évoque. Moi, ça ne m'évoque rien du tout, je m'en fiche complètement, mais c'était juste amusant tout d'un coup d'être lié à l'actualité. L'actualité très triste. Hein. Et mais un copain a posté ça sur Instagram, et alors j'ai réalisé tout d'un coup que les bijoux dont on parlait à la télévision, c'était effectivement ceux que j'avais portés. Et alors, ce qui était amusant, c'est que personne n'a le droit de porter des choses qui sont dans un musée. Oui. Même un vêtement, à partir du moment où il est dans un musée, on ne peut plus le porter. Mais ce qui est assez formidable, c'est que du coup, ces bijoux semblent prendre vie. Parce qu'on ne les a jamais vus, en fait, depuis le casse du Louvre, que derrière des galeries, que derrière des vitrines. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est que de près, on aurait dit des fous. C'est vrai? Mais oui. Mais ça, je ne l'ai jamais dit. Mais parce qu'on avait l'impression que c'était du verre avec un peu d'aquarelle diluée. Non. Mais oui. Mais en fait, je crois que les pierres très anciennes ne ressemblaient pas du tout aux pierres de nos jours. Elles n'étaient pas taillées de la même façon. Et donc, c'est mon manque de culture qui faisait que j'avais l'impression que ça venait de chez Claire. Ça n'est pas du tout. En tout cas, c'est des idiots, les gens qui ont volé ça. Parce que soit c'est pour les garder pour eux. Et alors, so what? Et madame va se mettre le diadème le dimanche soir, c'est ridicule. En tout cas, c'est vrai que vous avez eu une vie exceptionnelle. Et heureusement qu'on a cette photo-là pour s'en souvenir. Ouais. Margot, toi, tu as la passion des archives, on le sait. Chaque semaine, tu nous déniches une pépite. Et cette semaine, tu as trouvé quelque chose qui résume à lui seul la mode. C'est l'instant archive. Donc je me suis intéressée à une maison de mode, évidemment, c'est la maison Chanel, indissociable de vous, Inès de la Fressange. Avec vous, on a connu le Chanel des années 80, celui de Karl Lagerfeld. Tout était simple et sophistiqué, tout était sportif, tout bougeait. Vous habitiez le vêtement sans que ce soit lui qui vous contraigne. Cette liberté, cette fluidité, c'est vraiment l'héritage de Coco Chanel. Hein, et elle sidérait déjà le monde de la mode en 1925. Cette année 1925, un cyclone ravage les maisons de couture. Brusquement, la robe remonte au-dessus du genou. La taille descend sur les fesses. La tunique en rideau de perles et la robe chemise s'emparent d'un corps épilé, singulièrement présent. Le style Chanel triomphe. L'extravagance à sa rigueur et la mode française impose au monde séduit et stupéfait une femme nouvelle à la silhouette de petit télégraphiste sous-alimenté.
Voilà, une silhouette de petit télégraphiste sous-alimenté. La métaphore est un peu désuète, bien que franchement évocatrice de ce qu'est la silhouette Chanel, Oui. effrontée, sans contrainte. Et c'est vraiment pendant cette décennie, des années folles, qu'elle va affirmer ce style dont elle ne se départira jamais. Et elle le résume d'ailleurs très bien elle-même un peu plus tard en 1959. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans votre métier? Permettre aux femmes de bouger aisément, ne pas se sentir déguisées, ne pas changer d'attitude, de manière d'être, selon la robe dans laquelle on les a fourrées, c'est très difficile. Il faut savoir dans le corps humain ce qui bouge et ce qui ne bouge pas. Ah oui, et le corps humain bouge tout le temps, même quand on ne voudrait pas bouger. Voyez-vous, en ce moment-ci, j'aimerais ne pas bouger, vous parlez calmement, ça m'est très difficile. Voilà, bouger encore, le culte du mouvement, la joie d'habiter un corps mis en valeur qui n'est sans être corseté. C'est vraiment ça que raconte cette archive. Et c'est une liberté, en fait, nous, ça nous paraît évident, mais ça a été conquis de haute lutte par des femmes. Et il faut les remercier pour ça. Et vous, Inès, pour moi, vous incarnez cette liberté. Et pour paraphraser votre ami Jean-Charles de Castelbajac, et vous avez en partage avec Coco ce dandysme, cette nonchalance dans l'élégance, ce sens du style, tout simplement. Bravo. Il y a quelque chose de très fort parce que vous incarnez la Parisienne et vous l'incarnez où que vous soyez. Et c'est assez surprenant d'ailleurs de voir ces archives, de voir les grands noms de Chanel, de Karl Lagerfeld et de vous découvrir en Provence. Vous habitez la Provence de la manière la plus simple qui soit, même dans des bars, des petits restos. Là, on a une image effectivement d'un endroit splendide. Mais finalement, vous êtes 4-4, beaucoup plus 4-4 qu'on imagine. J'adore l'expression 4-4. Mais la Provence, c'est vraiment alors une région où il y a de l'art. Il y a toute l'école de la vallée du Rhône du XIVe siècle, en guerre en carton et tout ça. Il y a des abbayes, il y a des églises, Saint-Trophime à Arles. Il y a vraiment énormément de choses à voir. Il y a Tarascon que vous adorez. Mais oui. Il y a Boulbon. Et c'est quand même une région qui a inspiré beaucoup de peintres, les Gauguin, Van Gogh, bien sûr, Cézanne. Hein. Et donc c'est vraiment une région absolument magnifique. Et pour moi, sont aussi pas seulement l'abbaye de Montmajour, ces endroits spectaculaires, mais c'est aussi des cafés authentiques comme un Boulbon ou quoi qui évoquent les films de Pagnol comme ça. Et oui, je trouve que c'est merveilleux de prendre un train et 2h40 être complètement dépaysé. Et puis une concentration de choses si inouïes, tout le passé romain comme ça, époustouflant. Et je connais pas beaucoup de gens qui disent je suis en Provence, pas terrible. Hein. Et alors, mais en même temps, aujourd'hui, on a toutes ces informations sur tout et très vite et des TripAdvisor, je sais quoi. Et je me dis, le mieux, c'est quand même d'avoir une amie. Oui. Alors donc, j'ai voulu faire ce guide pour être l'amie. En disant, si vous allez à Avignon et que ça vous échappe qu'il y a le Palais des Papes, je peux rien faire pour vous, quoi. Et c'est dans tous les guides, enfin. Mais en revanche... L'art de vivre, ça, c'est même différent. certains musées, par exemple, il y a le Palais de Loupé qui est juste en face des arènes. Oui. Les gens voient les arènes, forcément, mais visitent pas forcément cet endroit. Il y a un musée qui vient d'ouvrir à Avignon cette année qui est absolument délirant, qui est des anciens bains publics qui étaient fermés depuis 25 ans. Oh zut, il n'est pas dans mon guide. Un petit bijou, il n'est pas dans votre guide, mais alors ça va pas pour la réédition. Faut faire une version 2020 pour le la temps honte. Mais il est tout nouveau, hein. Il a ouvert il y a 4 mois. On avait bouclé là déjà. On va continuer à parler d'art. Inès, Alex Vizorek s'est passionné pour l'une des figures majeures de l'art naïf, celui que Gainsbourg a appelé le niaidois Rousseau, le douanier Rousseau. Ses œuvres sont exposées en ce moment aux Carrières des Lumières au Beau de Provence. Justement, ça doit vous parler. Quel lien, Mais quelle qui transition. était le douanier Rousseau? Vous n'avez pas les bases? Voici le Viseur Expert. Et aujourd'hui, le douanier Rousseau aux Carrières des Lumières des Beaux de Provence. Commençons par son chef-d'œuvre, Le Rêve. Une femme allongée dans la jungle et tapie dans l'ombre, une lionne qui se dit « Simba, les enfants, à table !» Autre tableau, cheval attaqué par un jaguar. Ça ressemble moins à une attaque qu'un cheval et un jaguar qui essayent de faire un petit jaguar. Ou
un Javal. Ou les deux. Mais il ne peint pas que des jungles, il peint aussi des enfants. On dirait un peu Gérard Depardieu en plein cosplay. Et les adultes, les joueurs de football. Je pense que Henri Rousseau était meilleur peintre que connaisseur de sport. Puisque sur les 4, il y en a un qui joue au basket, l'autre qui fait de la boxe, le troisième qui fait du golf mais sans son club, et le quatrième qui semble alpaguer les 3 autres en disant « Oh les gars, on fait quel sport là ?» Allez, tous au Beau de Provence pour se retrouver comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Merci à Alex Vizorek. Et on a la chance d'avoir dans la bande de la Grande Galerie francophone l'un des meilleurs historiens et critiques d'art, Hector Obalk. C'est le 5 minutes chrono. Hector, oui. C'est à toi. Georges Latour. J'ai passé 5 heures dans l'exposition à filmer l'exposition dans tous ses détails. Georges Latour, on ne connaît pas beaucoup de choses de lui. En gros, on ne sait rien de ce qu'il a fait avant l'âge de 28 ans. En gros, on ne connaît que 40 tableaux de lui et ce sont des chefs-d'œuvre, presque tous. En tous les cas, c'est une exposition qu'il ne faut pas rater, qui est au musée Jacques-Marandré. En tous les cas, c'est la meilleure qui est en ce moment à Paris. Georges Latour, il peint des vieux, il peint des pauvres, il peint des misérables. Voilà. Donc c'est pas drôle. C'est pas drôle, quand il peint les mendiants, il peint des mendiants, il mange à même le plat, en vérité, avec une petite cuillère qui est faite avec de l'artichaut, enfin c'est pas très grave, des poux, ça s'appelle des pois. Regardez un petit peu les visages, regardez celui de la dame là qui est là, c'est sec, c'est sans complaisance, c'est sans concession, je dirais que c'est sans aménité, je dirais même. Vous avez vu un peu quelque chose de sec un peu là-dessus, dans les plis de ses veines dans le cou, dans le tissu amidonné, dans tout ça, vous voyez. C'est pas du jeté. On continue, et c'est le même artiste qui peint aussi des mendiants musiciens qu'on voit là très bien. Regardez un peu le décor complètement nu. Tu vois un peu là comment est-ce qu'il a mis, il y a des pavés, des pavés. C'est extrêmement beau. Comment est-ce qu'il peint le velours satiné, comment est-ce qu'il peint le bois, comment est-ce que cette personne qui doit, à mon avis, être malodorante, parce que pour bien montrer que on ne lui épargne aucun détail, il y a même des mouches qui viennent parce qu'ils doivent sentir mauvais ou un truc comme ça. Et puis il faut voir la tête de fou qu'il a, ce pauvre musicien. Ce musicien, on ne sait pas s'il crie, s'il souffre, s'il pleure. Il paraît même qu'il est aveugle. En général, ils sont aveugles dans les tableaux de Georges Latour. Ils sont aveugles et c'est comme ça qu'ils font leur mendicité. Le regard que Georges Latour a sur tous ces pauvres, si j'ose dire, tous ces mendiants, est assez cruel. Là, vous voyez des gens, on pourrait penser que c'est des musiciens, ils sont gentils, pas du tout. Ils se battent, c'est une rixe. Ils se battent à coups de couteau, à coups de flûte, à coups de... Regarde bien la tête qu'il fait, celui-là. Et il paraît même que, vous voyez, la main droite qui est là, elle tient un citron. Pourquoi elle tient un citron? Pour lui envoyer un jus de citron dans les yeux. Pourquoi elle lui envoie un jus de citron dans les yeux? Pour le dénoncer, pour dire, regarde, il fait croire que c'est un aveugle. Ce n'est pas un aveugle, puisqu'il plisse les yeux. Donc il a triché. C'est sans concession. Et puis, je continue, et c'est le même artiste qui peint là une scène beaucoup plus colorée, où il y a une Dupré. Vous avez bien compris qu'il y a une Dupré, puisqu'il y a un jeune aristocrate. C'est un des rares tableaux extrêmement colorés. C'est même le seul que j'ai pas pu voir à l'exposition. C'est comme ça. Mais c'est peut-être le seul manque de l'exposition. Regardez cette jeune aristocrate, il est entouré de bohémiennes. Si tu regardes bien, on voit bien qu'elles sont en train de lui voler ici la bourse. Là, il y a 2 mains qui tranquillement, j'ai fait un gros plan pour que vous le voyez bien, coupe une chaîne pour lui voler sans qu'il s'en rende compte, pendant qu'on lui lit les lignes de la main pour lui voler sa chaînette. Tu montes là-haut et si tu vois bien que les 2 mains qui sont là, elles sont là sur la personne au teint albâtre. En effet, les bohémiennes ne sont pas toutes des tziganes, si je puis m'exprimer ainsi. Là, vous avez vous voyez, ce sont des ennemis de classe, on pourrait dire. Il y en a un qui se méfie de ce qui lui arrive, et elle se méfie du fait que lui se méfie. Voilà. Et puisqu'ils sont en train de se duper de lui. Donc, ils ont tous les deux le teint albâtre, bien d'une grande blancheur, d'une grande innocence, on pourrait dire, même si c'est pas le cas. Et si tu compares avec la bohémienne qui est là, il y a pas seulement un contraste ethnique, hein.
Il y a un contraste d'âge qu'on retrouvait déjà énormément chez quelqu'un comme Caravage. Quand je vois l'assassinat de Judith, de Holoferne par Judith, on voit bien que là, il y a un contraste entre la peau porcelainée de cette jeune femme qui est faussement innocente et la peau ridée comme du bois calciné de la vieille à côté. Donc il y a encore cette même dialectique qu'on trouvait déjà chez Caravage. Mais il va se détacher de Caravage et je suis obligé de continuer. Parce qu'en 1935, on avait commencé en 1620, maintenant on est en 1635 et là les tableaux vont tous devenir, à partir de 1635, jusqu'à les 15 dernières années de sa vie, ils vont devenir nocturnes. Ça veut dire que ça se passe même pas dehors, il n'y a pas la lumière de la lune, ça se passe dedans, et donc il y a des bougies, il ne peut pas y avoir autre chose, puisqu'il n'y a pas d'électricité à l'époque. Et il faut voir ce que ça donne que ces tableaux. Regarde-moi déjà cette dame-là. Cette dame, c'est je sais pas comment elle s'appelle, la chercheuse de poux, ou la briseuse de puce, j'en sais rien. Vous voyez qu'évidemment, elle a une bougie, mais vous avez vu son corps, là. C'est pas d'un érotisme torride, c'est d'un catholicisme assez sévère. Il y a même quelque chose d'un peu étrange à regarder son corps qui est tout en cire, vous voyez, son ventre gonflé, ses seins aplatis, ça rigole pas. Et puis, pareil pour ces tableaux, tous plus beaux les uns que les autres, qui sont des madeleines repentantes. Madeleine, vous savez qui c'est? C'est la fameuse Madeleine. Qui a une vie un peu dévoyée, et puis tout d'un coup elle dit ça suffit, et ça suffit, il faut maintenant que je me recueille sur ma propre misère d'être humain. Elle a donc un crâne sur les genoux comme toutes les madeleines, et là un coup c'est une lampe à huile, regardez les deux visages, c'est magnifique, hein, c'est magnifique, comment est-ce qu'il fait alterner les visages là comme ça, il les fait bouger, continue encore, et puis un coup là vous avez une lampe à huile, et là vous avez deux bougies, ce ne sont pas deux bougies, c'est une bougie avec son reflet dans le miroir. Pourquoi il y a un miroir? Puisque justement elle a abandonné sa vie de coquette. Et le miroir était le symbole de sa coquetterie passée, sur lequel elle dit « c'est suffit, ça suffit », et c'est pour ça qu'elle a même délaissé les colliers de perles qui sont là. Bref, il s'agit d'une école de l'austérité, nous sommes au XVIIe siècle, c'est magnifique dans ces deux tableaux, mais c'est également, regardez, il faut toujours se poser la question, où est la bougie? Voilà. Alors là, elle est évidemment là, même s'il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule. Elle est évidemment là. Regarde à droite, là. Tu vois, la bougie, elle se cache derrière le crâne. C'est magnifique, ça aussi. On voit même pas le crâne, on voit juste une masse comme ça, noire. Et puis, si je regarde de l'autre côté, là, il s'agit sans doute de Joseph avec un ange. Oui, c'est un ange sous les traits d'une jeune petite fille. Et donc, c'est Joseph, le père putatif du Christ. Comme vous savez, où est-ce qu'elle est la bougie? Vous l'avez vu, la bougie. Sauf que là, elle est trop géniale, la bougie, là. C'est juste un bâton de cire, là, qui est magnifiquement dessiné. Et si tu montes un petit peu la caméra, comme je le fais en ce moment, vous voyez quoi? Vous voyez que la main est translucide. La main est translucide. Il y a très peu de tableaux dans lesquels la main est translucide. C'est fou. C'est magnifique. Et puis, je continue encore, et là, je vous montre une sorte de maternité. On pourrait penser une vierge à l'enfant, on pourrait penser une vierge avec le Christ. Il n'y a pas d'auréole, il n'y a aucun signe de quoi que ce soit de catholique là-dedans. Et pourtant, on est dans une grande mystique, une profondeur mystique, une évidence d'ailleurs, dans ce tableau qui a l'air très simple, et qui est assez compliqué quand il s'agit de se demander où est la bougie. Et en effet, regarde où elle est la bougie. Elle est cachée derrière juste le poignet de cette main, très stylisée d'ailleurs, avec une autre main qui se trouve à gauche. Et vous voyez maintenant, non pas le Christ, mais l'enfant. Et là, on arrive à quelque chose où il est arrivé à un sommet de quoi? À un sommet si je compare avec Caravage, du réalisme de Caravage. Mais ce réalisme de Caravage, vous voyez, il est doublé d'une stylisation géométrique, qui fait que c'est peut-être plus gracieux encore que Caravage. En tous les cas, si vous voyez, enlève-moi ça, que tu vois bien la bouche, là, regarde-moi la perspective de la bouche, regarde-moi le côté, mais c'est fou, le côté, la perfection, si vous voulez, de ce crâne courbé continue, et puis même, la main est également un peu stylisée là aussi, et le corps du Christ, enfin plutôt de l'enfant, c'est un magnifique cylindre. Je vous dis, conjuguer réalisme et géométrie, ça va être son truc jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est là la grande distinction. Avec Caravage, je continue encore. Vous voyez, il y a un moment où tout se passe en bas. Dans certains tableaux, notamment les derniers tableaux de Caravage, qui sont les meilleurs, ça se passe en bas. En bas, il y a la bougie, il faut la chercher, vous l'avez trouvée. Et qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a une table. Et sur la table, il y a 5 mains, 5 bras. Mais c'est un désert des Tartares, cette main. C'est-à-dire qu'on dirait comme un paysage de Giorgio de Chirico, évidemment bien mieux que Giorgio de Chirico. On est à la hauteur des dés qui font à peine 1 cm ou 12 mm de
haut, vous voyez. Et regardez maintenant, dans cet univers incroyable, il a osé faire ce reflet sur la table, là. Mais c'est incroyable, ce reflet sur la table. Mais c'est magnifique. Et continue à droite. Et si tu vois bien, on va passer peut-être au plus beau tableau qu'il ait jamais peint. C'est celui de Saint-Pierre. Tout d'un coup, les vieux fous sont des grandes figures de sainteté. C'est fini, les musiciens du début qui peut-être trichaient sur leur cécité. Là, on dirait un idiot du village. On arrive à un niveau extatique de ce que c'est que la sainteté qui fait que, à nos yeux profanes, on se dit, ben non, c'est un abruti, c'est un abruti. Mais c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. C'est Saint-Pierre qui, évidemment, est pétri de remords, comme on le savait. Je rentre pas dans l'histoire parce que j'ai pas le temps de la raconter, etc. Et vous voilà là encore que la lumière est en bas. Et la lumière est en bas, à côté de la lanterne, dans laquelle il y a évidemment une bougie, et dans laquelle il y a quoi? Il y a cette chose tellement magnifique, et qui fait que finalement, il est peut-être meilleur que Caravage. C'est qu'il y a juste, vous voyez, on n'a jamais vu un tibia frappé, mangé par la lumière d'une bougie aussi fortement, et c'est juste un cylindre. Il a donc bien allié géométrie et réalisme. C'était Georges de Latour. Merci. Bravo. Bravo Hector Aubalque. Merci infiniment. C'est absolument passionnant. Georges de Latour, il est donc à voir au musée Jacques Marandré à Paris. Et toi Hector, on te retrouve sur la scène du Théâtre Libre tous les lundis à 20h. Merci infiniment. Deuxième invitée de la Grande Galerie francophone, elle est franco-égyptienne, fondatrice d'Art d'Égypte. Elle fait dialoguer l'art contemporain et le patrimoine ancestral égyptien. Elle est avec nous pour parler de la 5e édition de l'exposition à événement Forever is Now. Bienvenue Nadine Abdelgafar. Bonjour. Je vous présente Inès de la Fressange, toute la bande, le public qui nous accompagne. Merci d'avoir fait le voyage depuis l'Égypte où vous étiez il y a peu pour cet événement absolument spectaculaire que vous allez nous décrire et que vous allez nous raconter. Vous exposez les plus grands noms de l'art contemporain dans les sites historiques au pied des pyramides de Gizeh, par exemple. On va commencer par la démarche. L'événement s'appelle Forever is Now. En français, l'éternité présente. Mais donc oui. voilà, l'éternité, c'est maintenant. Tout est dans le titre? Oui, que exactement. dit ce titre? C'est là, on est là, les gens d'aujourd'hui, fascinés par cette civilisation. Et c'est vraiment un message pour regrouper les gens du monde entier à travers les artistes contemporains. Parce que regardez les images, elles sont absolument spectaculaires. Ce sont des installations qui sont souvent monumentales, qui sont véritablement au pied des pyramides, et elles sont accessibles. Voilà, c'est ouvert au public et on démocratise l'art. Alors, on fait l'inauguration publique avant l'inauguration privée. Oui, avant les VIP, vous invitez d'abord tout le monde pour à venir voir ces installations. Comme respect au grand public. Et ensuite, décrivez-nous ce qu'on voit, Nadine, là à l'écran. En fait, tout ça, c'est des artistes qui viennent vraiment du monde entier. Chaque année, on essaye d'avoir de nouveaux pays qu'on n'a pas eu une représentation avant, comme la Corée, par exemple. Oui. Ça, c'est un artiste de l'Arabie Saoudite. Et vraiment, chaque année, il y a une thématique et les artistes, ils font ces œuvres d'art spécialement pour ça. C'est pour cet endroit, exactement. Pour ce lieu au pied des pyramides. Exactement. C'est-à-dire, je ne vais pas chez l'artiste voir quelque chose qu'il a déjà fait et je ne leur demande pas de le mettre. C'est vraiment, ils font ces œuvres-là en Égypte. La plupart, ils font la production en Égypte. On a 150 ouvriers par jour. C'est génial. Et on a uniquement 10 jours, 24 heures pour travailler sur ce projet qui était assez fou parce que j'étais quand même la première en 4000 ans à faire une chose pareille. La première en 4000 ans. Mais... et à dire au gouvernement, je vais mettre des œuvres d'art. Et pour les archéologues, c'était tellement abstrait.
qui se disaient c'est tellement dingue, c'est on quoi va la ça, laisser c'est faire. pas beau avec les pyramides et du coup maintenant tous les archéologues sont super contents. On a beaucoup parlé depuis le début de l'émission des dialogues entre différents métiers, entre les artistes et l'artisanat. Là, vous dites que les artistes ici que vous exposez sont des traducteurs. Mais ils traduisent quoi ? Exactement. Ils traduisent le passé dans une langue qu'on comprend aujourd'hui. Pour être très honnête, la première édition en 2021, j'avais JR. C'était le premier artiste. Le photographe JR. Exactement. Et au début, je ne savais pas comment le trouver. Alors, j'ai appelé quelqu'un au Louvre. J'ai dit, je sais qu'il a fait quelque chose au Louvre. Essayez. Ils ont envoyé un mail. Bien sûr, il a ignoré. Il a dit, c'est quoi ça ? C'est pas vrai. C'est quoi les pyramides ? Ça doit pas être vrai. Et finalement, en fait, finalement, c'était un des premiers artistes. Nathalie ? Mais justement, donc JR, premier artiste, mais vous avez permis à plusieurs artistes de profiter de cet écrin, de ce musée à ciel ouvert extraordinaire. Il y a eu l'artiste de la lumière Chris Levine, la sculptrice aussi, puis on a vu ses sculptures, c'est incroyable, Marie Coury. Et je me demandais comment vous les choisissez, ces artistes qui ont ce privilège d'exposer. Alors, en fait, depuis la première édition, ça a vraiment fait une réaction globale incroyable, et surtout avec le public égyptien. Moi, je ne m'attendais pas parce qu'on n'a pas vraiment des musées d'art contemporain, on n'a pas de l'art public. Alors vraiment, on est dans un pays où on ne sait pas c'est quoi de l'art contemporain. Alors, je me suis dit, on aura, parce qu'on avait fait des expositions avant. Il y a des gens qui viennent du monde entier. Voilà. Et il y a énormément d'Égyptiens qui ont un accès à l'art contemporain grâce à ces installations. Maintenant, c'est devenu toutes les écoles, les universités, ils font leur voyage annuel pour Forever is Now. C'est chaque année. Un mot sur un artiste italien, Pistoletto, que vous avez exposé. C'est l'un des très très grands noms de ce qu'on appelle. Alors, vous parlez italien ? Arte povera. Arte povera. C'était un art qu'on pratique avec du tissu, avec des miroirs, et c'est ce qu'on voit là en ce moment à l'écran, c'est-à-dire en Italie, une manière de s'emparer, c'est à la fin des années 60, 70, mais Fabrice connaît ça mieux que moi, avec des matériaux qui ne sont pas considérés comme nobles, des matériaux pauvres, d'où Arte povera, face aux pyramides qui sont les plus grandes merveilles du monde. Qu'est-ce que raconte ce contraste-là, ce dialogue-là entre... Alors ça, c'est hyper émotionnel pour moi parce que déjà, c'était un rêve d'avoir Pistoletto et je savais que je n'avais pas accès. Il est venu ? Il ne pouvait pas venir, mais sa famille est venue. Et normalement, il devrait essayer de venir quand même. Mais ça, surtout, ce projet est très important, je trouve, surtout ces jours-ci. Et surtout pour le message d'Art d'Égypte, c'est le troisième paradis. Et c'est vraiment l'infinité. Et au milieu, il fait un troisième cercle qui est un lieu de rencontre où les gens discutent ce qu'on a en commun comme pour l'humanité. Au lieu de se dire toi tu es à droite, toi tu es à gauche, toi tu es noir, toi tu es blanc. C'est vraiment un lieu où tout le monde se regroupe. Ce cercle-là, on peut s'asseoir. C'est ce cercle où il y a l'obélisque coupé. Ouais. On peut s'y asseoir, échanger, exactement. discuter. Et en plus, bien sûr, on a fait ça en Égypte avec la matière des pyramides. Ce qui est important, c'est qu'il y a un mouvement mondial de tourisme culturel. Voilà, et merci. pour attirer des touristes, il faut réactiver le patrimoine en mettant des œuvres d'art contemporain. La Thaïlande, par exemple, fait une biennale où ce sont dans tous les principaux sites d'origine religieuse de Thaïlande, à Bangkok, où on découvre de l'art contemporain. Mais l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, à Aloula, site prestigieuse, mais de l'art contemporain. Le Qatar, la même chose. Et il y a une course effrénée de compétition, notamment entre tous les pays du Golfe, qui aujourd'hui veulent attirer du tourisme culturel de manière très très forte, et c'est grâce à l'art contemporain. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. L'édition, la 5e, elle vient de se terminer. Qu'est-ce que vous préparez pour la prochaine ? Oui, on travaille pendant 12 mois. Alors déjà, on est en préparation. C'est une surprise, les artistes. Et puis, on a... Vous les connaissez déjà ?
Mais ce sera une surprise. Presque tous. Maintenant, les artistes, vraiment, ils viennent vers nous. Alors, ça rend les choses un peu plus faciles. Qu'est-ce que ça vous inspire, Inès, cette démarche-là, justement, d'investir des sites aussi impressionnants qui font partie du patrimoine mondial de l'humanité avec des artistes extrêmement là, contemporains? Je trouve que nous, en France, on a eu à Versailles, au château de Versailles. Jeff Koons, voilà. par exemple. Mais là, je trouve que c'est plus Anish important. Kapoor, Pourquoi ? Murakami. Parce que quand on a la chance d'aller voir ces pyramides, eh bien, il faut un certain temps pour comprendre la beauté de l'endroit et la taille de ces trucs. Oui. C'est pas qu'on arrive à dire waouh, qu'est-ce que c'est beau. Il faut regarder. Et là, je trouve que c'est une façon de mettre en perspective et de voir à quel point c'est gigantesque, hein, et à quel point c'est moderne aussi. Bien sûr. Et ce qui est paradoxal. Hein. Et je trouve, oui, intéressant justement de mettre des choses comme ça côte à côte. Merci Nadine, merci Inès. Comme chaque semaine, justement, comme vous le disiez à l'instant, Inès de la Pressange, on va ralentir le rythme et prendre le temps de la contemplation. Direction le musée d'art moderne de Paris pour découvrir Rythme numéro 1. C'est le nom d'une œuvre signée d'un pionnier de l'abstraction au XXe siècle, Robert Delaunay. Vous allez voir, c'est fascinant. Fascinant, Robert Delaunay, à découvrir donc au musée d'art moderne de Paris. Merci infiniment à tous. Merci Inès de la Pressange. La Parisienne en Provence, c'est publié chez Flammarion. Merci Nadine Abdel-Rafar. Bravo pour votre travail et merci d'avoir été notre invitée. Merci au public de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Vous pouvez nous retrouver en replay sur l'application TV5 Monde Plus et quand vous le voulez sur les réseaux sociaux. On vous dit à la semaine prochaine. Salut à tous.